Comme prévu, on va parler aujourd'hui d'un sujet très important et très intéressant en matière de cardiologie, qui est l'endocardite infectieuse. Parce que, déjà sur le plan pratique, c'est une affection chez nous plus ou moins fréquente et le pronostic, il est grave. Et surtout, sur le plan théorique, elle est longue, riche en informations, difficile de maîtriser. Et on remarque que beaucoup de médecins ne maîtrisent pas l'endocardite infectieuse, ni concernant le diagnostic, ni concernant les choix thérapeutiques et les indications. C'est pour ça que je vais essayer aujourd'hui de vous simplifier un petit peu le thème de l'endocardite infectieuse et en essayant d'être le plus complet possible. Donc, on va commencer tout d'abord par définir c'est quoi l'endocardite infectieuse. On a trois mots clés concernant la définition. Donc, c'est une infection due à la greffe d'un microbe. Souvent, c'est une bactérie, mais on peut voir des champignons. La greffe se fait sur l'endocarde, c'est pour ça qu'on l'appelle endocardite. L'endocarde, il est soit valvulaire, ou bien non valvulaire, c'est-à-dire prothétique, ou bien rarement pariétal. Ici, quelqu'un peut poser la question, mais pourquoi, docteur, on appelle une infection d'une prothèse une endocardite? Une endocardite, en principe, c'est par rapport à l'endocarde. Ici, on a une prothèse. Je vais vous expliquer ça rapidement. Ici, on a par exemple une prothèse valvulaire mécanique. En blanc, on a ce qu'on appelle la collerette. Et en noir, on a les éléments mobiles ou bien les ailettes. Lorsqu'on place les prothèses valvulaires, on place les fils dans les collerettes. Comme vous voyez ici, on passe les fils dans la collerette. Et après la chirurgie, on va avoir le phénomène d'endothelialisation. C'est-à-dire, c'est l'endothélium qui est autour de la valve va se proliférer pour couvrir totalement la collerette de la prothèse. Et c'est ici que s'installe l'infection. C'est autour des fils de suture que s'installe l'infection d'endocardite sur prothèse. C'est pour ça qu'on appelle aussi l'endocardite. Un petit mot sur l'épidémiologie. Donc, classiquement, on dit que c'est une pathologie rare, mais en Algérie, surtout la période de l'été, elle est vraiment fréquente, mais on n'a pas une incidence connue en Algérie. L'âge, elle peut être vue à tout âge, mais l'incidence augmente avec l'âge. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de lésions de vieillissement, donc plus de possibilités de greffe des bactéries. Et concernant le sexe, on a une prédominance masculine nette, 2 hommes pour une femme, donc sexe ratio est égal à 2, le double. Pourquoi une prédominance masculine? Déjà, on a une prédominance, si vous avez remarqué en cardiologie, il y a une prédominance mal expliquée. Pour les pathologies mitrales, on voit souvent des prédominances féminines. Et pour les pathologies aortiques, on remarque une prédominance masculine. Mais ici, on est dans le cadre de l'endocardite, c'est-à-dire elles peuvent toucher soit la valve mitrale ou bien la valve aortique. Mais l'endocardite, elle prédomine au niveau de la valve aortique. Pourquoi? On va faire un petit rappel. Ici, dans le 1, on a le vaisseau normal avec le passage de sang dans un régime laminaire, les éléments du sang parallèles à la paroi. Et en 2, on a la présence d'une obstruction ou d'une sténose. On a l'équation de continuité qui dit que le débit cardiaque est fixe. Le débit est égal à la surface fois la vitesse. Ici, par exemple, on a la surface en bleu, correspond à une vitesse représentée par la flèche verte. Et dans la sténose, on a une surface plus petite, la diminution de la surface, donc elle va être compensée par une augmentation de la vitesse pour que le débit soit constant. Cette augmentation de la vitesse, à un certain moment,
on va avoir un passage vers un régime, ce qu'on appelle le régime turbulent, c'est-à-dire les éléments figurés du sang ne vont pas être parallèles à la paroi, mais ils vont passer dans n'importe quelle direction et la pression sur la paroi va provoquer des lésions endothéliales. Ces lésions endothéliales facilitent la greffe des bactéries et donc favorisent l'endocardite. Donc, on a des turbulences qui provoquent des lésions endothéliales qui augmentent le risque d'endocardite. Si on remarque ici la valve mitrale en jaune et la valve aortique en bleu, la valve mitrale, la surface de la valve mitrale, elle est beaucoup plus importante que la surface de la valve aortique. Et c'est pour ça qu'on a moins de turbulences au niveau de la valve mitrale qu'au niveau de la valve aortique. C'est pour ça l'infection prédomine au niveau de la valve aortique plus que la valve mitrale. Et comme la valve aortique, on a dit que la prédominance, elle est masculine, donc on peut mémoriser ça, que l'endocardite, la prédominance, elle est masculine. On va parler des facteurs favorisants. Comme on a dit, n'importe quelle sténose qui peut donner des turbulences puis des lésions, c'est un facteur favorisant. En plus de ça, on a le matériel prothétique, parce que le matériel prothétique, ce n'est pas un tissu, donc il n'a pas d'immunité, donc la greffe bactérienne est facile. On a les facteurs locaux. Premièrement, les antécédents de l'endocardite. L'endocardite, donc un patient qui a déjà fait l'endocardite, le tissu est déjà fragilisé, donc on a un risque de récidive de l'endocardite. Deuxièmement, les prothèses valvulaires, comme on a dit, les prothèses, ce n'est pas un tissu, il n'y a pas d'immunité, donc la greffe bactérienne est facile. Et par la suite, on a toutes les cardiopathies qui provoquent des sténoses et des turbulences. On a essentiellement les cardiopathies congénitales cyanogènes. Pourquoi cyanogènes? Parce que les cardiopathies congénitales cyanogènes, ce sont des cardiopathies congénitales complexes qui associent plusieurs lésions, donc plusieurs sténoses, plusieurs turbulences. Donc le risque, il est très, très, très important. Puis arrivent les cardiopathies congénitales non cyanogènes. Puis on a les valvulopathies, essentiellement, comme on a dit, l'aortique plus que la mitrale, et les insuffisances plus que les rétrécissements. Pourquoi les insuffisances? Parce que le G de l'insuffisance est rétrograde. Donc, il est à l'inverse de la direction du sang. Donc, il va créer plus de turbulences par rapport au rétrécissement où le G est à la même direction que le sang. C'est pour ça on dit que le risque est très important dans les insuffisances aortiques, parce que c'est insuffisance et aortique, puis l'insuffisance mitrale, puis le rétrécissement mitral, puis le rétrécissement aortique plutôt, et le rétrécissement mitral, c'est très rare, c'est exceptionnel de voir une endocardite infectieuse. Et dernièrement, on a le CMH, la cardiomyopathie hypertrophique, parce qu'on a une hypertrophie de la paroi du ventricule gauche, essentiellement le symptôme interventriculaire, qui va créer une sténose sous l'aorte. Cette sténose va engendrer des turbulences et des lésions, comme on a déjà expliqué. La seule cardiopathie congénitale dont le risque de l'endocardite infectieuse est faible, c'est la communication interatriale, la CIA. Et on a les facteurs généraux, ce sont tous les terrains d'immunodépression et la toxicomanie. Donc, parmi ces facteurs favorisants, les recommandations les divisent en deux classes, la classe A et la classe B. La classe A, ce sont les facteurs de haut risque et les facteurs B, ce sont les facteurs moins risqués que la classe A. C'est pour ça, dans la prophylaxie, par exemple, après, on va voir qu'on donne la prophylaxie qu'à la classe A, c'est-à-dire les antécédents de l'endocardite, les prothèses et les cardiopathies congénitales cyanogènes. Quelqu'un peut me dire ici, il y a une lésion endothéliale. Et après, parce que le sang, en principe, il est stérile, non? Souvent, la réponse est oui, mais pas toujours. Parce qu'on peut avoir plusieurs portes d'entrée des bactéries et des germes en général. Essentiellement, en Algérie, la porte d'entrée principale est bucco-dentaire, mais on peut avoir d'autres portes d'entrée dermatologiques, ORL, respiratoires, etc. Et on a une porte d'entrée aussi importante, ce sont les cathéters vasculaires, surtout chez les hémodialysés. Mais on ne doit pas avoir
un manœuvre invasif pour avoir une bactériémie qui provoque l'endocardite. Non. Même les gestes quotidiens, par exemple le brossage des dents, ou même la mastication, même la mastication peut provoquer des micro-lésions et provoquer le passage des bactéries dans le sang. Mais ces bactériémies sont généralement de petites quantités et transitoires. Mais avec la présence d'une lésion endocardique, ça peut donner une endocardite infectieuse. Et d'après ces portes d'entrée, on peut déduire les bactéries souvent retrouvées dans l'endocardite infectieuse. Bucco-dentaire, on trouve souvent les streptocoques oraux, oraux, anciennement appelés les viridans, les streptocoques viridans. La peau et le sphère ORL, on trouve souvent les staphylocoques. Et le tube digestif et orogénital, on trouve les entérocoques. C'est pour ça, souvent, on trouve ces trois bactéries dans les endocardites infectieuses, sont les bactéries les plus fréquentes, représentent presque 90% des endocardites. On peut avoir d'autres bactéries, du gros brassecle et même des champignons. Maintenant, on a une porte d'entrée et on a une lésion. Comment ça se passe? On a deux scénarios. Le premier scénario qui est le scénario classique, qu'on vient d'expliquer, qui donne les endocardites classiques lentes ou bien les endocardites osculaires. On a une lésion endotheliale. Elle va provoquer un processus de cicatrisation, bien sûr, c'est-à-dire l'accumulation des plaquettes qui vont être renforcées par de la fibrine, créant des dépôts fibrinoplaquitaires. Ce qu'on appelle les dépôts fibrinoplaquitaires, on les appelle les endocardites thrombotiques non infectieuses. C'est comme si ce sont des végétations, mais non infectieuses, faites de plaquettes et de la fibrine. Mais ces végétations favorisent et facilitent l'adhésion des bactéries, donc ça va donner une endocardite infectieuse. Le deuxième scénario qui est plus rare, donc avec un endocarde sain, il n'y a pas de lésion endocardique, qui donne souvent une endocardite aiguë. Donc, on a le début, c'est une inflammation de n'importe quelle cause. L'inflammation va provoquer l'expression des intégrines par les cellules épithéliales. Les intégrines attachent les fibronectines circulées dans le sang. Et le problème ici, c'est que les staphylocoques, les bactéries staphylocoques, ont des récepteurs des fibronectines. Donc, les staphylocoques vont se fixer sur la fibronectine et vont entrer en dedans des cellules et provoquer un processus destructif de tissus valvulaires. Donc, à partir de ces deux scénarios, on peut déduire les lésions qu'on peut retrouver dans l'endocardite infectieuse. Premièrement, le premier scénario va nous donner des végétations et le deuxième scénario va nous donner un processus destructif qui sont les ulcérations. Les végétations aortique, on a un risque embolique prédominant. Et dans les localisations mitrales, on a plutôt un risque sténosant qui prédomine. Parce qu'à l'aorte, on est à la sortie du cœur, le risque embolique il est très très important. Par contre, au niveau mitral, il y a un risque bien sûr embolique, mais c'est le risque sténosant. Donc la grosse végétation peut sténoser, peut réduire l'ouverture de la valve mitrale et provoquer aussi comme un rétrécissement mitral fonctionnel. Et on a le processus destructif qui sont les ulcérations. Donc avec les ulcérations, on va avoir un amincissement de la paroi. Lorsqu'elle est étendue, on va avoir comme un bombement de la paroi valvulaire, ce qu'on appelle l'anévrisme en doigt de gant. Et avec le temps, on peut avoir même une perforation si on est dans le tissu valvulaire. Et si on est au niveau des cordages, on va avoir une rupture des cordages. Ça, ce sont les lésions qu'on peut voir sur les valves. Et on a les lésions paravalvulaires, c'est-à-dire autour de la valve, sur l'anneau, etc. Principalement l'abcès de l'anneau. L'abcès peut se fistuliser, donner une fistule. Et si on a une prothèse, on peut avoir une insertion de la prothèse. Ces lésions paravalvulaires prédominent surtout dans le cadre de prothèses valvulaires mécaniques,
c'est-à-dire une endocardie sur prothèse. Et ici, dans les lésions paravalvulaires, on a un risque très important des troubles de conduction intracardiaque. Pourquoi? Ici, on a le cœur en noir, on a le tissu de conduction intracardiaque. La flèche verte, on a la valve aortique, et la flèche bleue, on a la valve mitrale. Si on a un abcès périvalvulaire aortique, par exemple ici, comme vous pouvez remarquer, on peut avoir une distraction de tissu de conduction et donc des troubles de conduction intracardiaque, essentiellement les blocs atrioventriculaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir cliniquement? Donc, on a une infection du cœur, donc on va avoir un syndrome infectieux et un syndrome cardiaque. Le syndrome infectieux, il est classique, la fièvre qui est très constante, presque 90% des cas, altération de l'état général, splénomégalie, c'est classique. Le syndrome cardiaque, c'est essentiellement le souffle, soit apparition d'un souffle ou majoration d'un ancien souffle. En plus de ça, on peut avoir les signes de complications. On a 3 genres de complications. Les complications cardiaques, c'est clair. Parfois, les végétations, on voit des emboles dans les vaisseaux pour donner des complications d'ordre vasculaire. Et la réaction immunitaire, avec la formation du complexe antigène-anticorps, vont donner les complications immunologiques. On va expliquer ça. Donc, cliniquement, à la recherche des complications, les complications cardiaques, essentiellement les signes de l'insuffisance cardiaque. Les complications vasculaires, comme on a dit, ce sont les emboles. Lorsque l'embole, il est gros, donc il va boucher les vaisseaux et va donner des embolies. Soit dans les coronaires, il va donner un infarctus du myocarde, soit au niveau cérébral, il va donner un AVC, soit un infarctus rénal, etc. Si l'embole est petit, donc il ne bouge pas les vaisseaux, mais il va créer une inflammation au niveau des vaisseaux. Cette inflammation va fragiliser la paroi et avec le temps, on aura une dilatation de la paroi, ce qu'on appelle les anévrismes infectieux, anciennement appelés les anévrismes mycotiques. Après, dominant surtout en intracrânien parce que les vaisseaux sont fragiles. Ces anévrismes vont parfois s'éclater pour donner des hémorragies soit intracrâniennes ou conjonctivales. Et parfois, les microthrombus vont passer vers la périphérie, c'est-à-dire au niveau plantaire et palmaire, au niveau des mains et des pieds. Et ils vont créer des micros abcès avec de l'inflammation, donnant ce qu'on appelle la lésion érythémateuse de Genway. C'est ça la lésion érythémateuse de Genway. Et on a les complications d'ordre immunologique. Donc, le complexe antigène-anticorps vont s'agglutiner au niveau rénal, donnant une glomérulonéphrite aiguë. Au niveau articulaire, donnant des arthrites, soit périphériques ou spondylarthrite. Et parfois, il passe aussi au niveau périphérique, au niveau des mains et des pieds, plantaires et palmaires, pour donner des nodules, ce qu'on appelle les nodules d'Osler, qui ressemblent beaucoup aux lésions de Genway, mais les nodules d'Osler sont des nodules douloureux. Ici, on a les nodosités d'Osler, ou les nodules d'Osler. Donc, cliniquement, c'est clair. Donc, je demande quoi comme examen complémentaire pour le diagnostic? Ici, donc, je cible soit voir les lésions, soit voir le germe. Donc, je demande 2 examens complémentaires de base, l'échodoppler cardiaque pour essayer de voir les lésions et les hémocultures pour essayer de prouver et plutôt voir le germe. L'échodoppler cardiaque donc, doit être toujours complété par l'échodoppler transœsophagien parce qu'elle est plus spécifique et plus sensible. On doit la refaire pendant le suivi et obligatoirement à la fin du traitement. Si on a une prothèse, on peut compliquer l'exploration par une TDM cardiaque. L'hémoculture, donc on fait 3 paires chaque de 12 heures d'intervalle. Pourquoi on dit paires? Parce qu'on doit toujours faire 2 flacons, flacon aérobie, flacon anaérobie, comme vous savez. Donc on fait 3 paires de flacons,
aérobie, anaérobie. 3 paires de 12 heures d'intervalle ou bien 4 paires d'1 heure d'intervalle. Toujours, bien sûr, avant l'antibiothérapie, bien sûr. Et sur une veine périphérique, pourquoi? Parce que la veine centrale, on a plus de risque de contamination par rapport aux veines périphériques. Les autres bilans, donc comme toute infection, on doit demander un bilan infectieux, c'est-à-dire FNS pour voir les globules blancs, est-ce qu'ils sont élevés ou pas. On a le bilan inflammatoire, essentiellement la CRP pour suivre l'infection, on fait une courbe de CRP pour suivre l'infection, est-ce que c'est grave ou pas. Et le facteur rhumatoïde, qui est un facteur essentiellement diagnostique. Comme on a dit, on a un risque de glomérulonéphrite immunologique, donc on doit toujours demander un bilan rénal avec les bandelettes urinaires à la recherche de protéinurie ou hématurie. Et comme on a dit pour l'abcès paravalvulaire, il y a un risque très important de troubles de conduction et parfois même de rythme, donc le CG, il est systématique aussi. Et on a le bilan, ce qu'on appelle le bilan radiologique des complications ou bien d'extension, c'est selon les signes d'appel. Si on a des signes neurologiques, on doit obligatoirement demander une TDM ou IRM cérébrale. Si on a des signes abdominaux, on doit surtout demander échographie ou bien même TDM abdominal, etc. Et on a la nouvelle technologie, le TEP scan ou bien le PET scan en anglais. Et la scintigraphie et le leucocyte marqué, ce sont des examens nouvelles, ajoutés en 2015 aux recommandations, mais ici, on ne l'utilise pas. Et on ne doit jamais oublier de rechercher la porte d'entrée, ça, c'est systématique. Les critères diagnostiques, on a les critères, ce qu'on appelle les critères de Duke modifiés. J'ai mis la photo de Duke pour se rappeler de Duke. Les critères de Duke modifiés, donc, sont des critères de la Duke University, c'est une université américaine privée qui a élaboré ces critères. Donc, modifié par le professeur Lee en 2000, en 2001 plutôt, et remodifié par l'ESC en 2015. La Duke pense, comme on a déjà dit, voir les lésions ou bien voir le germe. Donc, soit imagerie positive ou bien hémoculture positive, ça, il les considère comme des critères majeurs. L'imagerie médicale, soit à l'écho-Doppler, soit si on a fait une TDM cardiaque, c'est au TDM, soit la nouvelle imagerie. Les hémocultures, donc soit 2 hémocultures positives à 12 heures d'intervalle. Donc, comme on a dit, on a fait 3 hémocultures à 12 heures d'intervalle. Au moins 2 doivent être positives. Ou bien 3 hémocultures positives à 1 heure d'intervalle. On a fait 4 à 1 heure d'intervalle. Au moins 3 doivent être positifs. Le seul germe qu'une hémoculture positive est suffisante, c'est la Coxiella burnetii, ou bien même le titrage IgG. Donc ça, ce sont les critères majeurs. Si on a une imagerie positive, hémoculture positive, c'est bon, on a une endocardite infectieuse certaine. Maintenant, si on n'a pas les critères majeurs, on a ce qu'on appelle les critères mineurs. Donc, la présence d'un facteur prédisposant, comme on a déjà expliqué, c'est-à-dire un patient qui a une prothèse valvulaire, cardiopathie congénitale cénogène, etc. La présence de la fièvre, qui est le signe le plus constant, ou bien les complications vasculaires, ou bien les complications immunologiques. Une seule complication est considérée comme un critère mineur. Et on a l'hémoculture. L'hémoculture, mais sans les critères majeurs. C'est-à-dire, par exemple, une hémoculture positive seulement, il n'y a pas 2 hémocultures positives, donc elle est considérée comme un critère mineur. Mais le problème avec les critères mineurs, c'est que on doit avoir tous ces critères pour parler d'endocardite infectieuse. On doit avoir tous ces critères ensemble. Maintenant, si on n'a qu'un seul critère majeur, si on a un seul critère majeur, on doit avoir avec lui au moins 3 critères mineurs. Donc, on peut résumer ça. Pour poser le diagnostic d'une endocardite, on doit avoir soit les 2 critères majeurs ensemble, soit tous les critères mineurs, c'est-à-dire 5, soit si on a un seul critère majeur, on doit avoir avec lui 3 critères mineurs. Ça, j'espère que c'est clair. Maintenant, on a un minimum pour dire qu'il y a une endocardite possible.
Le minimum, c'est un critère majeur, un critère mineur, ou bien 3 critères mineurs. Moins de ça, on peut exclure l'endocardite infectieuse. Plus de ça, on peut dire que l'endocardite, elle est possible. Donc, on a 3 cas où on peut exclure totalement l'endocardite infectieuse. Si on a une résolution des signes cliniques, moins de 4 jours, avant les 4 jours. Le deuxième, c'est qu'on a un autre diagnostic confirmé qui explique les signes. Et le troisième critère, c'est qu'on n'a pas les critères minimums qu'on a déjà décrits. Maintenant, les complications, on a déjà parlé des complications, on va juste les résumer ici. Les complications cardiaques, comme on a dit, l'insuffisance cardiaque, les abcès paravalvulaires qui peuvent donner des troubles de conduction. J'espère que c'est clair. Les complications vasculaires, comme on a dit, si l'embolie est gros, on va avoir des embolies. S'il est petit, il va nous donner des anévrismes infectieux, anciennement appelés des anévrismes mycotiques, et qui peuvent s'éclater et donner des hémorragies. Les complications immunologiques, donc la glomérulonéphrite et les arthrites par accumulation du complexe antigène-anticorps dans les reins et dans les articulations. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe au traitement. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a 2 piliers du traitement, c'est un traitement médico-chirurgical. 2 piliers qui sont l'antibiothérapie et la chirurgie, avec bien sûr le traitement adjuvant et parfois le traitement percutané. On va expliquer tout ça. On commence par l'antibiothérapie. Donc l'antibiothérapie doit être toujours adaptée à l'antibiogramme. Elle doit être faite en milieu hospitalier et par voie intraveineuse. Malgré les recommandations actuelles de l'ESC, on peut faire sortir le patient après 2 semaines d'antibiothérapie intraveineuse, mais ici on ne l'applique pas. On n'a pas les mêmes patients. L'antibiothérapie empirique ou probabiliste, donc on utilise l'ampicilline, amoxicilline plus Genta. Si on a une allergie à la pénicilline, on donne l'Avanco, on passe à l'Avanco plus la Genta. Si on a une endocardite sur prothèse, on passe directement à la vancomycine et on ajoute la rifampicine. La durée du traitement, si on endocardite sur valve native, au minimum 1 mois, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi, c'est 4 à 6 semaines. Si on a une endocardite sur prothèse, au minimum 1 mois et demi, c'est-à-dire plus de 6 semaines, de préférence plus de 1 mois et demi. Et le traitement adjuvant, c'est le traitement de la porte d'entrée et le traitement des complications, donc le traitement médical de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale, etc. Et il y a une remarque importante, n'oublie jamais d'arrêter la gentamicine à J15 parce qu'on ne donne jamais la gentamicine plus de 2 semaines. C'est interdit. Donc, le reste de la durée du traitement, on doit compléter avec les autres antibiotiques. Le traitement chirurgical, soit un remplacement valvulaire, ou rarement une plastie, surtout à droite. Parfois, on fait juste une extraction percutanée. C'est le cas de l'endocardite infectieuse du cœur droit sur pacemaker ou défibrillateur. Comme on voit ici, on a la chambre implantée avec la sonde qui passe dans le cœur droit. Ici, on fait juste une extraction de la sonde et de la chambre et c'est tout. Ce n'est pas un traitement chirurgical, c'est juste une extraction percutanée. Maintenant, les indications. Quand je dois donner le traitement médical, quand je dois envoyer en chirurgie, etc. L'antibiothérapie probabiliste est indiquée selon les recommandations dans 3 situations. La forte suspicion clinique, l'indication chirurgicale et le sepsis grave ou bien choc septique. Mais souvent, on a une forte suspicion clinique, sinon on ne va pas parler d'endocardite infectieuse. Donc, c'est pour ça, presque toujours, on donne une antibiothérapie, on commence des antibiotiques probabilistes en attendant l'arrivée de l'antibiogramme. La chirurgie, les indications de la chirurgie, quand on envoie le patient vers la chirurgie cardiaque, on a 3 indications. Tout médecin doit savoir ça. Et je trouve rarement des médecins qui savent ça. Quand je dois envoyer mon patient à la chirurgie cardiaque, on a 3 indications. C'est facile. On a soit l'indication hémodynamique,
c'est-à-dire j'ai une insuffisance cardiaque non contrôlée par le traitement médical bien conduit, soit j'ai une indication infectieuse, c'est-à-dire j'ai une infection non contrôlée par les antibiotiques, c'est-à-dire soit une infection locale non contrôlée, souvent les abcès qui résistent à l'antibiothérapie, soit ce sont des infections dues aux champignons ou bien à des germes multirésistants, donc l'antibiotique ne va faire rien du tout, surtout le staphylocoque et les BGN, soit une infection qui persiste dans le temps, c'est-à-dire qui est supérieure à une semaine ou 10 jours. Ici, on a une indication opératoire. Et on a l'indication embolique, c'est-à-dire il y a un risque embolique élevé. Qu'on dit qu'il y a un risque embolique élevé, si on a une végétation de plus de 10 mm avec un événement embolique ou bien une valvulopathie sévère. On doit avoir une association. Mais si la végétation dépasse les 30 mm, c'est bon, elle-même, c'est une indication chirurgicale, même en absence de valvulopathie, même en l'absence d'un événement embolique. Je trouve que ça, c'est clair. Indication hémodynamique, indication infectieuse, indication embolique. On doit avoir ça en tête. Mais, c'est bon, j'ai décidé de le voir en chirurgie, mais on doit toujours vérifier l'absence de contre-indication. Il y a une contre-indication absolue à la chirurgie. Donc, on a 3 contre-indications absolues. On a le coma, c'est une contre-indication de la chirurgie. On a les AVC. Donc, on ne doit jamais opérer un patient dans les 2 semaines qui suivent un AVC ischémique et dans les 4 semaines suivant un AVC hémorragique. Et la comorbidité sévère rendant la chirurgie inutile, plutôt mortelle. On a des cas particuliers. La première, c'est l'endocardie du cœur droit, parce que l'endocardie du cœur droit, premièrement, elle répond très bien à l'antibiothérapie par rapport au cœur gauche. Et deuxièmement, le pronostic, il est bon. Les indications sont presque les mêmes, sauf au niveau embolique, la végétation, c'est à partir de 20 mm, plus les signes d'embolie pulmonaire. Et on a l'endocardite sur prothèse, surtout précoce, avant l'endothélialisation de la prothèse. Donc, souvent, elle est d'indication chirurgicale parce que souvent, on a une désinsertion de la prothèse. Et dans ces 2 cas, l'endocardite du cœur droit et l'endocardite sur prothèse, on a plutôt les staph et les BGN qui prédominent par rapport aux streptocoques oraux dans les autres endocardites. Maintenant, la prophylaxie. La prophylaxie, on a l'antibioprophylaxie et les règles d'hygiène. L'antibioprophylaxie est indiquée dans 2 cas. Le premier cas, c'est l'implantation d'un pacemaker ou défibrillateur chez tous les patients. Le deuxième cas, en cas de patient à haut risque qui va bénéficier d'un geste à haut risque. Les patients à haut risque, on a déjà parlé de ça, ce sont les classes A, c'est-à-dire les antécédents d'endocardite, prothèse et les cardiopathies congénitales cyanogènes. Le seul geste qui est considéré comme à haut risque dans les dernières recommandations, ce sont les soins dentaires, nécessitant une manipulation de la gencive ou effraction de la muqueuse. Donc, un patient à risque qui va bénéficier des soins dentaires, donc c'est une indication à l'antibioprophylaxie, mais pas les autres soins comme les biopsies, etc., même s'il est à haut risque. Comment faire l'antibioprophylaxie? C'est simple, c'est donner 2 mg d'amoxicilline, c'est-à-dire 2 comprimés de 1 g d'amoxicilline, 30 minutes à 1 heure avant le geste. C'est clair. En cas d'allergie, on donne la clindamycine, bien sûr, et l'après-tout, si vous pouvez le trouver. Et on a les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, donc on a essentiellement la prévention et le traitement de tout foyer infectieux. Toute infection doit être traitée par des antibiotiques. Et la prévention en évitant les gestes, par exemple le tatouage, etc. Deuxièmement, l'hygiène bucco-dentaire, surtout chez les sujets à risque. Les sujets à risque doivent avoir au moins deux consultations par an chez le dentiste. Troisièmement, limiter l'utilisation des cathéters de perfusion et ils doivent être remplacés chaque 3 à 4 jours. Quatrièmement, l'antibioprophylaxie opératoire en cas d'intervention chirurgicale. Et cinquièmement, le point le plus important ici, ça doit être un réflexe
Dans les endocardites à Streptococcus bovis, il faut systématiquement rechercher une tumeur colique parce que Streptococcus bovis, c'est une bactérie colique. Donc, lorsqu'on a une bactérie avec ce germe, souvent on a une tumeur colique qui a provoqué la bactérie. Donc, le pronostic, comme on a dit, donc c'est une maladie grave. La mortalité chez l'endocardite avale native, elle est de 10 à 20%. Sur prothèse, on ajoute encore 10%. L'endocardite droit, du cœur droit, est beaucoup mieux, c'est inférieur à 10%. Ça, ce sont les chiffres en Europe et en Amérique. Chez nous, c'est encore pire. La récurrence, environ 5%. On a deux types de récurrence. On a ce qu'on appelle les récidives. On parle des récidives lorsque le deuxième épisode est avec le même germe et avant 6 mois du premier épisode. Et sinon, si on a un germe différent ou bien supérieur à 6 mois du premier épisode, on parle de réinfection plutôt et pas de récidive. On finit donc pour la source, donc les recommandations, ce sont les recommandations de l'ESC, the European Society of Cardiology. Le dernier mise à jour a été fait en 2015. Et je finis par un sujet d'actualité. Plusieurs études ont été faites sur plusieurs sujets dans le cadre de l'endocardite. Mais le sujet le plus intéressant, c'est le traitement par voie orale de l'endocardite infectieuse. Comme ici, on a cette étude publiée en février 2022 qui a, avec une surveillance à 5 ans, des patients traités par voie intraveineuse classique et des patients traités par voie orale. On voit clairement ici la courbe bleue, ce sont les patients reçus le traitement oral. Et l'autre courbe, ce sont les patients recevant un traitement intraveineux classique. On voit une diminution considérable de la mortalité chez les patients recevant un traitement oral. Donc, il y a plusieurs études, ça c'est un exemple, il y a plusieurs études avec des résultats encourageants. On peut avoir dans l'avenir peut-être des changements dans les recommandations, dans les mises à jour dans l'avenir. Et merci pour votre attention et à vos questions.